bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je te rends le micro dans un instant, Emmanuel. On a le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Chevry-Québec aujourd'hui pour commencer les échanges sur donc, les espaces et la bibliothèque. Donc voilà, donc je vais présenter très rapidement Emmanuel, qui est maîtresse de conférence en sciences information et communication, en SIC, donc à l'Université de Strasbourg. Elle est membre du laboratoire LISEC, donc laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Emmanuel mène des recherches sur la transmission des connaissances et du patrimoine dans un contexte d'expansion des médias et des outils technologiques. Ses travaux, ses contributions portent sur les médiations culturelles, sur les logiques d'usage et sur les processus d'appropriation des outils et des dispositifs des médias et des technologies numériques par les usagers et par les professionnels de la conservation du patrimoine. Donc Emmanuel, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui et à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Suzanne. Alors je voudrais tout d'abord remercier Karel Soumaniac et Vincent Liquette de m'avoir invité à venir présenter ma réflexion sur ce beau sujet que sont les espaces dans les bibliothèques. Alors je voudrais vous remercier parce que, en fait, ça n'a pas été facile. Et je ne pensais pas que ce sujet aurait... en fait, à mon avis, ce sujet des espaces soulève l'essence même de la définition d'une bibliothèque. Et c'est pourquoi j'ai eu un peu de fil à retordre. Enfin, c'était pas si simple. Ben, tout d'abord, les espaces en bibliothèque, eh bien, ce sont des défis à relever. Alors, pourquoi des défis à relever? Eh bien, parce que, comme vous le savez, eh bien, les technologies évoluent rapidement. Il y a des changements de pratiques d'apprentissage et des attentes des usagers qui sont de plus en plus fortes. Et le réseau des 1006 bibliothèques universitaires doit relever plusieurs défis. Alors, concernant leurs espaces, premièrement, elles répondent aux nouveaux enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche en matière d'accès à l'information, de valorisation des connaissances et d'innovation pédagogique. Elles sont centre de ressources documentaires et d'apprentissage et actrices de l'écosystème universitaire. Et par là même, elles doivent contribuer activement à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la diffusion des savoirs. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est inscrit sur le site web du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2024. Un décret, celui du 23 août 2011, indique que les BU ont aussi pour mission de contribuer aux activités de formation et de recherche des établissements. Deuxième défi, les espaces physiques doivent s'adapter aux nouveaux modes de travail et d'apprentissage, en intégrant des espaces collaboratifs, flexibles, des espaces d'auto-formation en bibliothèque, des zones de silence, des équipements numériques. Et ces environnements dynamiques répondent en fait aux nouveaux modes d'apprentissage et aux attentes des étudiants. Troisièmement, si les bibliothèques universitaires s'incarnent dans un bâtiment, avant tout, construit sur un lieu déterminé, elles occupent aussi un espace numérique, donc dématérialisé, à travers leur site web, leur portail documentaire, leur bibliothèque numérique, leurs réseaux sociaux, voilà, donc, par exemple la chaîne YouTube. Et ces espaces nécessitent d'être pensés, organisés, dans lesquels s'opère la médiation par les professionnels. Donc ce troisième défi, selon moi, pour les BU, c'est de trouver un équilibre, une cohérence, une continuité entre les services offerts en ligne et ceux proposés dans les espaces physiques. Alors dans la littérature, on trouve que en fait, ce sujet des espaces publics des bibliothèques constitue un enjeu maintenant stratégique, au même titre que les collections et les services numériques. La qualité de l'accueil et de l'expérience utilisateur sont devenus un facteur déterminant de la réussite des établissements. Alors rappelons que la durée de vie d'une bibliothèque universitaire est de 30 ans, que la longueur des processus de construction s'élève à 8 ans, et en fait, cette durée, elle pose la question de l'adaptabilité des bâtiments aux évolutions des pratiques d'apprentissage.
qui sont particulièrement importantes. Donc en fait, il faut pas se tromper et il faut anticiper. Donc les bibliothèques appelées à évoluer rapidement doivent désormais offrir des espaces, comme je vous le disais, polyvalents, favorisant le travail individuel comme collaboratif, puisque ce sont des nouveaux usages des étudiants, et s'adapter aux nouveaux modes d'apprentissage numérique. Alors, entre 1996 et 2005, les bibliothèques ont privilégié les espaces de lecture et peu le numérique. Par contre, depuis 2006, les projets, souvent portés par les collectivités locales, il faut le savoir, ont mis l'accent sur la modularité, les espaces de travail collaboratifs et les équipements numériques. Et les bâtiments construits ou rénovés après 2016 poursuivent cette tendance en proposant des espaces encore plus flexibles, des services variés. Et si les grandes surfaces de lecture se réduisent, eh bien les places assises, la qualité des espaces de travail et le confort sont améliorés. Les collectivités locales sont les principaux maîtres d'ouvrage de ces projets qui visent à adapter les bibliothèques aux nouveaux modes d'apprentissage. Il m'a paru intéressant de vous rappeler une enquête qui a été menée et publiée en 2016, qui s'intitule « Articulation et complémentarité des équipes pédagogiques et des services de documentation au cœur de la transformation pédagogique ». Parce que une des 4 portes d'entrée de ce rapport était les espaces. Voilà. Alors, je vais vous synthétiser rapidement. Alors, j'ai essayé de relever les points saillants de ce rapport qui a été réalisé par des chercheurs de l'ISEC auxquels j'appartiens. Et donc, j'ai participé à cette enquête. Alors, ce rapport est composé de 2 enquêtes, une sur un questionnaire auprès de 82 directeurs de bibliothèques universitaires, 57 vice-présidents et une autre enquête par entretien, voilà, auprès desquels nous avons interrogé 12 établissements qui constituaient 86 entretiens. Voilà. Donc il y avait dans ces 86 entretiens 14 VP-CFVU, 12 directeurs de BU, 25 personnels SCD, 24 enseignants, 5 professionnels qui relevaient des services numériques et 6 étudiants. Alors, une des premières questions qui avait été posée, et c'était pas lors d'un entretien, mais c'était au niveau du questionnaire, c'était quelles sont les représentations que vous avez d'une bibliothèque. Et ça, nous avions posé cette question au vice-président CFVU. Et c'était assez étonnant parce que, en fait, n'oublions pas, ça remonte à 2015. Une BU s'apparente toujours pour eux, à l'époque, en tout cas en 2015, à l'image historique du centre de ressources, 50%, d'un espace de travail, 29%, et finalement, cette image va à l'encontre de ce qui se construit ou s'est construit ces dernières années, à savoir bien les learning centres. Les espaces des bibliothèques universitaires seraient un levier pour faciliter, impulser, dynamiser les pratiques informationnelles et donc les apprentissages, selon les auteurs du rapport, grâce à 2 constats. Tout d'abord, de nouveaux espaces offrent une infrastructure plus fonctionnelle grâce à des branchements électriques, des bornes Wi-Fi, du mobilier adapté, des espaces modulables, et également une dynamique des acteurs concernés qui s'installent et des services qui s'associent. Alors, on verra ensuite, puisque j'ai fait aussi un terrain pour cette conférence, parce que je ne pouvais pas me contenter des résultats qui remontaient à 2015. Et je vous dirai donc ce qu'il en est. Autre constat, les enseignants n'ont pas tous intégré dans leur geste professionnel celui d'aller in situ dans les bibliothèques. Alors ça, je l'ai aussi vérifié pendant ma semaine d'observation dans 3 bibliothèques universitaires de Strasbourg, et ça n'a pas changé. Voilà, je n'ai pas vu d'enseignants-chercheurs. Autre constat, les étudiants demandent et utilisent encore et toujours les bibliothèques pour travailler, même si les ressources présentes, tant sous format numérique ou papier, ne sont pas utilisées. Ils revendiquent une amplitude d'horaire forte parce qu'ils cherchent une infrastructure, un cadre, une ambiance de travail propice aux études. Donc voilà, ça c'est un autre point que j'ai pu aussi observer, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en est. Alors, quand on parle des learning centres, en
en tout cas en 2015, le concept de Learning Centre n'est pas toujours bien compris par les personnes interrogées. Ce concept reste flou dans l'esprit de certaines personnes rencontrées. En général, c'était ceux qui ne s'étaient pas encore lancés dans un tel projet. Par exemple, ils n'arrivaient pas à dire si l'espace documentaire dont elle parlait est ou n'est pas un learning center, par exemple. Et en a-t-il d'ailleurs l'apparence? Dispose-t-il de toutes les caractéristiques? Voilà, c'était des questions. Voilà, je ne vais pas vous relire les verbatim, mais voilà, en gros, c'était ceux qui ne s'étaient pas encore lancés dans un learning center, ils se posaient, avaient une représentation assez floue. Donc c'était plutôt une perception très syncrétique, je cite dans le rapport, qui domine. Ce n'est donc pas tant sa fonction globale qui échappe à leur perspicacité que les éléments qui le caractérisent. Ceux qui précisément permettent de dire si l'objet dont ils parlent peut être ou non considéré comme un learning center. Le concept de learning center suscite donc pourtant un intérêt croissant dans le monde universitaire, mais sa mise en œuvre soulève à cette époque-là de nombreuses interrogations. Et si les bibliothèques traditionnelles évoluent pour s'adapter aux nouveaux besoins des étudiants, les learning centers se présentent comme des espaces d'apprentissage plus dynamiques et collaboratifs. Cependant, leur définition et objectif restent flous pour de nombreux acteurs. Cependant, dans le rapport, on peut lire que c'est néanmoins un concept qui rassemble, puisqu'il faut se réunir pour travailler sur un tel projet, et c'est l'occasion de collaborer entre enseignants et personnel des services communs de documentation. Je vous rappelle, le titre, c'était justement cette collaboration entre ces deux corps de métier. Et ces entretiens tendent à montrer que ce cloisonnement les cloisonnements, oui, c'était bien ça, qui sont en fait en grande partie responsables des difficultés rencontrées pour faire collaborer les services universitaires entre eux, SCD, BU, SUP, et avec les enseignants, et que le concept de learning center, tel qu'il est souvent décrit, doit permettre de dépasser ces difficultés. Et tout à l'heure, je vous disais, ceux qui avaient un concept flou des learning centers, c'était ceux qui ne s'étaient pas encore lancés dans tel projet. En revanche, quand les personnels étaient dans un tel projet, ils avaient une meilleure connaissance, évidemment, et ils étaient plus aptes à dire ce qu'ils sont en mesure d'apporter. Alors certains citent les nouvelles modalités de travail qu'ils permettent, tout seul, en petits groupes, en groupe plus grand, en groupe avec un enseignant, en groupe sans enseignant, etc. Les espaces offrent confort et convivialité pour favoriser cette collaboration, des petites salles équipées de bureaux, de postes informatiques et d'écrans, de vidéoprojections, qui facilitent le travail collaboratif en présentiel et à distance. Et donc le Learning Center est dans cet esprit-là, je cite, un lieu de vie et de travail collaboratif au cœur du campus connecté, nous dit un vice-président formation. Donc la perception des sondés au cours des entretiens semi-directifs est que le concept de Learning Center ne s'oppose pas à celui de bibliothèque, mais il le prolonge. Il s'agit de concevoir la bibliothèque comme lieu d'apprentissage, de connaissance et de vie, et pas seulement comme lieu de ressources. Donc, dans ce contexte complexe et évolutif, nous nous demanderons de quelle manière et dans quelle mesure les espaces d'apprentissage des bibliothèques universitaires et les services qui y sont proposés redéfinissent-ils les médiations exercées par les professionnels. Alors, sur les conseils d'une collègue, j'ai défini moi-même l'espace d'apprentissage, quoique je serais très heureuse si quelqu'un avait une définition, je ne vous cache pas, c'est encore un concept là que je travaille, donc j'ai décidé de vous présenter ma définition, qui est en fait un espace formel ou informel, dans lequel l'étudiant fait l'expérience d'apprentissage seul ou en groupe, sur place ou en ligne. Et ces espaces peuvent aussi bien être des espaces physiques que des technologies numériques, telles que les réseaux sociaux, les communautés virtuelles, les établissements virtuels, des learning labs, des fab labs, des coopératives numériques, etc. En ce qui concerne la médiation, je m'appuierai sur la définition que donne Isabelle Fabre en 2013, quand elle met en avant le rôle de la médiation dans les espaces documentaires numériques, la définissant comme, je cite, une action de facilitation entre l'information et l'utilisateur.
Elle souligne que ces espaces ne sont pas seulement des lieux de diffusion, mais aussi des lieux d'accompagnement et de transformation de l'information. Ainsi, selon cet auteur, l'espace peut être considéré comme un dispositif médiateur. Et j'ai beaucoup aimé cette idée. Alors, autre concept qui m'a fallu clarifier, c'est pourquoi dire espace et pas lieu. Et donc c'est auprès de Michel de Certeau que j'ai été trouver donc cette définition. Un lieu est une configuration instantanée de position, il implique une indication de stabilité, et l'espace est un lieu pratiqué. Et l'espace serait donc indissociable des acteurs qui l'occupent. L'auteur prend l'analogie de la rue géométriquement définie par un urbanisme et il considère qu'il est, formé en espace par des marcheurs. Alors je me suis dit, de la même manière, nous pouvons dire que la bibliothèque devient espace dès lors qu'elle est habitée par des usagers qui y séjournent et des professionnels qui y travaillent. Cette distinction est intéressante car elle implique qu'une bibliothèque, en fait, si elle veut devenir espace, il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'une activité ait lieu. L'espace serait donc indissociable des acteurs qui l'occupent, et les bibliothèques, loin d'être de simples dépôts de livres, sont des espaces sociaux. Les utilisateurs créent une dynamique propre, et cette idée, elle est soutenue par des chercheurs comme Lorcan Dempsey, Donald Enclos, qui soulignent l'importance des interactions humaines dans la vie d'une bibliothèque. Et donc voilà. Ce territoire de la bibliothèque existe et s'expérimente dans les rythmes de vie de ses usagers. Nous dit Michaud et Desprez-Laudet en 2018. C'est au croisement entre des dispositifs spatiaux potentiellement disponibles et de leur propre disposition à l'étude et à la lecture que les usagers rencontrent et s'approprient ces espaces pour en faire leur bibliothèque. Et Yolande Maury et ses collègues en 2018 sont d'avis que le choix de l'espace induit aussi les actions et les rôles. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les learning centres, il me paraît important aussi de rappeler ce qu'est un learning center. Alors là, je me suis appuyée beaucoup sur TIO 2016. Nouvelle génération de bibliothèques intégrées au campus universitaire, et on verra tout à l'heure avec l'exemple strasbourgeois. Donc c'est un projet collectif porté par la direction de l'établissement. C'est un espace dédié à la connaissance avec une forte dimension numérique et plurimédia. C'est un signe de l'innovation de nature technique et organisationnelle. C'est un processus évolutif qui nécessite adaptation, expérimentation, aménagement des services. C'est une offre de service enrichie, et ça c'est quelque chose que je vais essayer de montrer. L'infrastructure, les services et les compétences rassemblées permettent d'optimiser l'accès à la connaissance, y compris à distance. Et la fonction documentaire s'intègre à un environnement pédagogique composé de dispositifs d'accueil et d'accompagnement des différents publics. Donc c'est une vision plus globale et plus intégrée de l'acquisition et de la diffusion des connaissances. Les espaces, ils sont organisés de façon à répondre au mieux aux nouvelles méthodes d'apprentissage, ça je l'ai déjà dit. Ce sont des lieux de rencontre autour de savoir appuyés sur une bibliothèque hybride qui mêle papier et numérique. Et un lieu de vie convivial tourné vers les usagers. Et un learning center s'adresse aussi bien aux étudiants, à la communauté scientifique, aux entreprises et aux citoyens. Alors mes hypothèses. Voilà, j'en ai choisi deux. La première, le nombre d'espaces d'apprentissage en bibliothèque universitaire augmente et se diversifie, améliorant les conditions de travail et de bien-être des apprenants et des enseignants ou formateurs. Voilà. Et mon hypothèse numéro 2, les nouveaux espaces d'apprentissage réinterrogent et font évoluer la médiation exercée par les professionnels des bibliothèques universitaires. Et de nouvelles compétences deviennent nécessaires pour exercer une médiation efficace. Alors la méthodologie que j'ai choisie pour cette nouvelle recherche, c'est une étude exploratoire sur l'évolution des bibliothèques universitaires, et j'ai pris le cas de l'Université de Strasbourg. Donc c'est une approche qualitative auprès de professionnels et d'usagers. Donc j'ai mené 10 entretiens, 7 professionnels et 3 étudiants. La période de collecte, elle est toute récente, novembre 2024, et j'ai essayé de varier.
Donc j'ai pris évidemment le Studium parce que c'est le Learning Center de l'Université de Strasbourg et que ce learning est tout récent. Et voilà, j'avais vraiment envie de l'étudier. La bibliothèque IUT Pharmacie parce que c'est celle qui est sur mon campus et que je connais bien. Et voilà, donc c'était pour moi, par rapport à la taille, elle était très différente du Studium. Et enfin, une bibliothèque nationale universitaire, donc un cas quand même très particulier, qui n'a pas l'appellation Learning Center, mais justement, j'ai fait exprès, je voulais voir si il y avait une différence avec un établissement qui a l'appellation Learning Center. Qu'est-ce qu'il y a en plus, en moins? Voilà, j'étais curieuse de regarder et d'inventorier tous les services rendus. Alors les profils des personnes interrogées sont très variés, conservateur de bibliothèque, des bibliothécaires, une lab manageuse, un ingénieur d'études, un chargé de communication. Voilà, et mes questions portaient sur... mes questions apparemment étaient difficiles, m'ont-ils dit. Donc je suis partie évidemment de ce que les personnes interrogées ont bien voulu m'expliquer. Et finalement, je me suis un petit peu éloignée, enfin en tout cas, je n'ai pas couvert l'ensemble des questions que j'avais prévues. Alors j'avais fait un tableau, j'ai fait un tableau avec tous les services, tous les espaces d'apprentissage ainsi que les services associés. Et donc, ce tableau, je n'ai pas réussi à le mettre sur le PowerPoint, donc je vais le synthétiser et vous expliquer en fait ce qu'il y a comme différence entre ces trois établissements. Alors, je vous ferai une petite présentation des établissements, ensuite quand je présenterai d'autres données. Alors, pour tous les trois, on trouve évidemment l'accueil, le prêt entre bibliothèque, l'emprunt, le retour de livres, la salle de réunion, la salle de formation, toutes les trois longs, les salles de lecture, salles de travail, salles de photocopie, les rendez-vous avec un bibliothécaire pour traiter toute question d'ordre documentaire. Voilà, c'est un service qui est rendu aussi auprès des trois. L'accompagnement ciblé auprès des chercheurs également, les collections au service de la recherche, et puis des distributeurs. Voilà. Maintenant, ce qui varie. On voit un auditorium pour la BNU et le Studium. Voilà. Dans les deux cas, alors je vais peut-être quand même présenter un petit peu ces bibliothèques parce que j'ai peur que sinon ce soit une lacune. Voilà, donc la bibliothèque nationale universitaire, alors là, de l'extérieur, vous dites, oui, bon, c'est très patrimonial, mais regardez l'intérieur. Ça n'a rien à voir. Ça a vraiment été rénové. Donc elle a été inaugurée, la nouvelle BNU a été inaugurée en 2014 et elle possède cet escalier magistral là que vous voyez, suspendu de 120 haubans au cœur de l'atrium qui est vraiment impressionnant. Et en fait c'est une prouesse technique portée par l'entreprise Schaffner. Et l'idée de l'architecte Nicolas Michelin était la suivante. Ça, c'est le conservateur que j'ai interrogé qui me l'a expliqué. Vous rentrez dans la bibliothèque, une espèce de prisme un peu foncé, vous voyez un peu noir. Et puis, arrivez ici, vous avez la lumière, la connaissance. Voilà. Donc, des cloisons ont été abattues, le hall d'honneur a été repensé, la coupole restaurée et des salles de lecture relocalisées en périphérie. Et d'ailleurs, une des étudiantes que j'ai interrogée m'a dit préférer s'installer sur les tables qui sont autour de ce escalier majestueux parce qu'elle aime bien voir les gens monter. Voilà. Donc c'est un repère important dans l'espace de la bibliothèque, c'est vraiment le cœur, enfin, c'est très esthétique. Voilà. Alors... donc, dans la BNU, on voit, alors bon, j'ai pas pu mettre évidemment tout, il a fallu que je fasse des choix, donc j'ai pris des photos, alors c'est pas forcément les photos que j'aurais souhaité, c'est dans le feu de l'action, j'ai fait comme j'ai pu. Alors là, on voit ces fameuses cabines, vous savez, acoustiques, pour passer, donc qui sont sonorisées, pour soit téléphoner ou faire une visio. Les salles de travail, alors en termes de place... alors, qu'est-ce que j'ai noté? Il n'y a pas eu
tant de places supplémentaires de créer suite à la rénovation. Donc, pour entrer dans cette bibliothèque, il faut sa carte. Et donc ça, c'est un des reproches qu'une étudiante a fait en disant « mais moi j'aurais bien voulu amener mon petit frère et en fait à cause de cette carte-là pour faut badger, je peux pas, donc je vais au studio où là c'est ouvert, on rentre comme dans un moulin. » Voilà. Et donc quand j'ai posé la question au conservateur, il me dit « mais en fait c'est une raison économique, on a besoin d'entrées d'argent et le fait d'être inscrit, ça fait des rentrées d'argent et on a insisté pour avoir ce tourniquet et voilà. C'est pour cette raison-là. Alors, si je reviens à mes espaces d'apprentissage, je reviens en arrière. Voilà, donc dans les 3 bibliothèques, alors j'ai pas fini de vous présenter les autres, donc on y va. Donc ensuite c'est le studio. Alors voilà, ça c'est ma photo. Il ne faisait pas très beau ce jour-là. Donc voilà, elle est donc cette bibliothèque, donc elle a été construite sur une autre bibliothèque, Blaise Pascal, qui a été complètement détruite, et c'est l'agence Jean-Pierre Lotte, architecte, qui a été retenue pour réaliser ce projet. Et tout un travail a été fait autour de la lumière et la qualité de cette lumière dans les espaces intérieurs. Et vous allez voir, alors j'espère que les photos, oui, ça va. Quand vous rentrez, alors c'est pas très grand, mais tout a été pensé pour être ouvert. Voilà. Et vous voyez ce que vous... Là, vous pensez que c'est des escaliers. Alors à droite, effectivement, c'est des escaliers. Mais alors attendez, pour vous, c'est à gauche, oui. À gauche, en fait, ce sont des rampes. Des rampes. Et en fait, c'est une signification. J'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi, à quoi ça sert, outre le fait de faciliter les déplacements, eh bien, c'est pour faire des ponts. Voilà. L'idée de l'architecte, c'est de faire des ponts. Et vraiment cette idée de... alors learning centre, là maintenant il faut que je vous explique, c'est la première chose que m'a dit le conservateur, il m'a dit mais là on n'est pas dans le learning, on n'est pas dans la bibliothèque, faites attention, là on est dans le learning centre. La bibliothèque n'est qu'un service du learning centre. Donc là ce qu'on voit c'est quand même la bibliothèque. Alors j'ai pas pris de photo de l'accueil, mais on voit un accueil et là un entresol. Et sur cet entresol, il y a de nombreux services, tels que celui de l'Urfist, des bureaux pour des associations diverses et variées. Alors j'ai tout noté, je ne connais pas par cœur la liste, mais peut-être qu'avec la liste sur mon tableau. Voilà, alors attendez, j'y vais. Donc, non, je n'ai pas là. Enfin, un certain nombre justement, cette volonté de faire travailler différentes communautés ensemble, eh bien, ah oui, puis il y a les salles de cours aussi, j'ai oublié de vous dire, le plus important, des salles de cours, il y en a 7. Donc ça veut dire que les étudiants vont au cours, ils sortent et hop, ils sont dans la bibliothèque, tout de suite. Et donc ça, c'est un avantage certain, m'expliquait un bibliothécaire, il me dit, mais ça, en termes de service rendu, on ne peut pas faire mieux. Et à côté de ça, j'ai un autre professionnel qui, lui, était plus sceptique quant au service. Enfin, c'est pas qu'il était sceptique, mais il considérait que finalement, par rapport à d'autres bibliothèques, il avait l'impression que finalement, on rendait le même service. Donc, je lui ai quand même demandé s'il ne trouvait pas que l'architecture du bâtiment était quand même attirant, et faisait peut-être œuvre de médiation, rien que par le fait d'exister et d'être ouvert. Alors, il a soulevé plusieurs problèmes de bruit. Parce qu'évidemment, rien n'est cloisonné. Donc, il y a une cafétéria à ciel ouvert qui fait monter le bruit. La personne qui travaille à la cafétéria elle-même est gênée par ce bruit, parce que je l'ai aussi interrogée par curiosité pour demander son avis de travailler dans un tel environnement. Ce n'est pas géré par l'Université de Strasbourg, c'est une autre entreprise qui gère cette cafétéria. Donc il m'expliquait que c'était un peu compliqué parce que les gens, ça devient un espace d'apprentissage. Les étudiants arrivent, et moi-même, j'y étais, quand j'ai mené mes entretiens, je m'étais installée et j'avais complètement oublié de consommer. Donc il est venu me rappeler que non, on n'est pas là dans un lieu d'apprentissage, mais on est dans un lieu où il faut consommer. Voilà, mais donc c'était assez étonnant parce que vous voyez bien que j'étais même dérangée certains étudiants pour leur demander si vous acceptez de répondre à certaines de mes questions, mais non, je travaille. Très bien, excusez-moi. Voilà, juste pour vous dire que c'est un véritable lieu d'apprentissage, voilà, la cafétéria, ciel ouvert, donc, alors le bruit, et puis le froid. Pourtant,
dans le cahier des charges de cette bibliothèque, il y avait tout un travail sur l'isolation, mais voilà, je voyais, il y a eu un petit problème. Voilà. Voilà, donc là on voit, dans la présentation de leur site web, on voit donc que la bibliothèque n'est qu'un service à côté du service de la vie universitaire, des presses universitaires de Strasbourg, de l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, c'est l'URFIST, que j'ai aussi interrogé. L'imprimerie aussi. Voilà. Et donc, on s'explique que le Studium est un lieu de culture et de médiation. Et effectivement, il y a des événements qui s'y déroulent, des expositions, notamment pour les collections anciennes des magasins, collaboration avec les enseignants et les étudiants dans le cadre de leurs études ou recherches sont organisées. Voilà. Et donc, quand je compare avec la BNU, alors, on va dire que la BNU a en plus un lab. Alors, ce lab, je ne vous en parlerai pas trop. Il est principalement réservé aux enseignants-chercheurs, si j'ai bien compris. Mais il me faut travailler davantage et des rendez-vous sont prévus pour approfondir et continuer la recherche. Ah oui, il y a une... Alors ça, c'est la sonothèque. Alors c'est au Studium, la sonothèque. Ben, certains lieux d'apprentissage, espaces d'apprentissage ne sont pas connus ou les étudiants n'y vont pas. Alors j'ai demandé j'en ai interrogé que 3, hein, c'est pas du tout représentatif, mais ils ne savaient pas qu'il y avait cette sonothèque. Il y a aussi une salle des doctorants à la BNU comme au Studium. Et ben, les doctorants viennent pas travailler là. Il y en avait très peu. Il y avait une. Non, ils étaient deux. Ils étaient deux à la BNU. Voilà. Bon, la cafétéria, j'en ai parlé. Les grandes cafétérias, les deux grands établissements BNU Studium Long. Des horaires étendus. Donc ça fait la force de ces établissements. Ah oui, le bruit autorisé. Parce que dans la bibliothèque IUT Pharmacie, le bruit n'est pas autorisé. À part dans les 12 salles de travail. Voilà. Mais c'est le bruit, voilà, la question du bruit n'est pas traitée de la même manière dans ces 3 établissements. Bon, le dépôt légal, ça c'est la BNU qui est chargée de conserver des dépôts de documents produits par les imprimeurs implantés dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et elle participe également régulièrement aux collectes du dépôt légal du web et gère depuis une collecte des alsatiques du web. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, une salle sur l'actualité littéraire qui va ouvrir très prochainement à la BNU. Ah oui, salle de consultation des microfilms qui est peu utilisée à la BNU, mais qui est nécessaire parce que tout n'a pas encore été numérisé. Une salle de consultation des documents patrimoniaux, ben c'est normal, la BNU est une bibliothèque patrimoniale, avec un service des archives de l'INA, les archives du web, enfin c'est vraiment un espace, m'expliquait donc le professionnel, où on peut venir consulter des anciennes versions de sites web, voilà, donc un service très, très particulier, très pointu. Ah oui, les réserves visitables aussi à la BNU, et puis la bibliothèque numérique du Mistral, voilà. Et les salles d'auto-formation, j'oubliais les salles d'auto-formation en langue, que les étudiants que j'ai interrogés ne connaissaient pas. Voilà. Donc, pour en venir à ma première hypothèse, voilà. Donc, dans les 3 bibliothèques de notre étude, le nombre d'espaces d'apprentissage a augmenté depuis leur réaménagement ou nouvelle construction, ce qui valide notre hypothèse numéro 1, qui était le nombre d'espaces d'apprentissage en bibliothèque universitaire augmente et se diversifie, améliorant les conditions de travail et de bien-être des apprenants. Et ça, les étudiants comme les professionnels l'ont souligné. Voilà, alors je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Voilà, par exemple, alors quand j'ai interrogé les étudiants, ils m'ont dit qu'ils venaient régulièrement Alors, en fait, ces étudiants que j'ai interrogés vont aussi bien à la BNU qu'au Studium. Ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre.
contrairement à la bibliothèque IUT pharmacie qui est excentrée, qui est au sud de Strasbourg, à Illkirch. Ils y consultent peu la documentation, comme la littérature nous le dit et comme le rapport de Pévendi et al. Le précisait. Donc peu de consultation, de documentation sur place, mais plutôt à distance. Ils viennent en général seuls, mais peuvent aussi rejoindre leurs amis. Et le choix de la bibliothèque se fait de manière pragmatique en fonction de la distance qui les sépare du lieu de cours, du lieu d'habitation et du lieu de restauration. Voilà. C'est ainsi qu'avoir cours dans une des 7 salles du studium leur facilite le métier d'étudiant, puisque de nombreux besoins sont satisfaits au même endroit. Ils peuvent avoir cours, travailler, emprunter, consulter leurs documentaires, se détendre et même se restaurer à la cafétéria. Alors, un bibliothécaire me dit, le lieu en tant que tel, il l'apprécie. On sent qu'ils ont besoin de venir travailler ensemble, qu'ils apprécient d'être entre eux, qu'ils apprécient tout ça. Donc, le lieu, je pense qu'il existera toujours. Même s'ils n'ont pas besoin des livres, je pense qu'ils se mettront là où il y a les livres. Et effectivement, je l'ai entendu de la part des étudiants comme des professionnels. Alors, les étudiants m'ont dit que ça les rassurait, que ça donnait une ambiance. Voilà. Et la professionnelle nous explique que ça rappelle les études, le savoir, et ces tables avec des petites lampes, ça donne une atmosphère. Il y a le côté chaleureux, rassurant du savoir. Voilà. Voilà. Et donc ce professionnel fait la distinction de ces lieux, donc ces salles de lecture où il travaille, avec les salles de formation. Et maintenant, je viens aux salles de formation. Oui, alors pour finir toujours avec cette question, mais pourquoi finalement viennent-ils s'ils ne consultent pas la documentation? Et l'étudiante de l'entretien numéro 10 me dit en fait qu'elle est dans une bulle, et de voir les gens travailler provoque chez elle une émulation. Et une autre étudiante m'a parlé de l'éclairage. Elle y était très sensible et elle dit préférer une des bibliothèques à l'autre en raison de cet éclairage qui est tamisé avec des LED de couleur, et voilà, ça l'aide pour travailler. Deuxième résultat, les salles de formation. Alors j'ai eu la bonne surprise quand j'ai interrogé un des professionnels de me rendre compte qu'en fait il était chargé de mission sur les questions d'espace. Alors l'entretien a duré 2 heures parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ne l'avait pas dit, c'était pas indiqué. Voilà. Et un tiers de son temps est consacré à cette mission. Et donc, il m'expliquait que, bon, il était au départ formateur d'usagers, puis formateur de formateurs, et là, il me dit, en fait, tout le monde est formé, j'ai plus trop de travail, et voilà, maintenant, on m'a reconnu comme, on est venu en fait vers lui pour lui proposer cette chargée de mission. Et c'est là où je vais en venir aussi à mon résultat numéro 3, c'est que ces missions ont évolué énormément, et il m'a dit ça m'a fait bizarre à certains moments quand c'était en chantier, j'avais moi tout prévu sur papier, et puis là je vois des trous, je vois que ça correspond pas, donc là j'avais un peu paniqué, mais bon finalement j'y arrive parce qu'il n'a pas du tout été formé évidemment pour être conducteur, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, architecte d'intérieur, responsable de travaux, enfin bon, bref, son métier a vraiment évolué. Mais il garde toujours, évidemment, sa mission de formateur. Alors, les salles de formation. Donc, il m'a présenté tous les projets à l'Université de Strasbourg. Et donc, il m'a expliqué que depuis 2015, il y a une évolution notable dans la conception des bibliothèques dans cette université. Chaque nouveau projet bibliothèque inclut un espace d'apprentissage, obligatoirement. Et donc, ils sont 2 à être chargés de mission espace d'apprentissage, travaillant au projet d'aménagement des bibliothèques du SBU. Alors, attendez, là, oui. Alors, il y a des espaces d'apprentissage traditionnels qui sont reconfigurés et réaménagés dans un triple mouvement architectural, technologique et pédagogique. Donc là, c'est lui, hein, je suis désolée, je ne vais pas demander la permission.
c'était dans le feu de l'action, j'ai pris une photo. Il m'a montré les tables qui montaient pour m'expliquer qu'en fait, chacune de ces salles, de ces espaces d'apprentissage, en fait, avait un mobilier différent pour des usages différents. Par exemple, il y avait une enseignante qui disait que ses étudiants, à un bout d'un moment, ils n'arrivaient plus à se concentrer, ils avaient besoin de bouger. Donc, elle a demandé à ce que les tables montent pour pouvoir être debout et travailler debout. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Bon, les nodes, ça j'en ai aussi à l'IUT. Alors, il y a un projet actuellement à l'IUT, à la bibliothèque IUT Pharmacie. Voilà, où en fait le contexte est assez différent. Donc il y a 12 salles, vous voyez, il y en a 12. Donc par rapport à parce que ça répondait à un véritable besoin. Et malgré tout, ça ne suffit toujours pas à répondre à la forte demande des étudiants. Donc ils ont décidé de transformer un espace qui était assez grand, où actuellement il y a des périodiques et des thèses, de le transformer complètement, et c'est pourquoi le professionnel que j'ai interrogé est en train de travailler dessus et a fait une proposition. Évidemment, il part chercher des financements, voilà. Alors, donc, mon troisième résultat, concerne les mutations profondes des métiers des professionnels des bibliothèques universitaires. Je vous avoue que, avant de mener cette recherche, je ne m'étais pas aperçue à ce point du changement que vivent les professionnels des bibliothèques. Je me compare à moi, enseignant-chercheur, on ne m'en demande pas autant. Je trouve qu'on ne m'en demande pas autant du tout. Et j'étais, je trouvais qu'ils étaient plutôt courageux parce que, je pense qu'ils n'ont pas forcément le choix. Hein. On leur a demandé de se mettre à la formation, ce n'était pas leur métier. Et pourtant, là, maintenant, ça devient une partie importante de leur mission. J'ai une professionnelle qui me dit, j'essaie de retrouver son verbatim, je ne trouve pas, bon, bref, elle dit voilà, d'année en année, on me demande de faire de plus en plus de formations, donc ça devient vraiment un de nos métiers principaux, en fait. Voilà. Donc, évolution de compétences. La dimension pédagogique des professionnels des bibliothèques prend une importance croissante avec un accent mis sur la formation compétences informationnelles, mais pas que, là avec l'apparition de l'IA générative, moi j'ai vu dans mes cours, il faut que je m'adapte, et évidemment l'enseignement des pratiques informationnelles, des compétences informationnelles doit aussi évoluer, parce que si les étudiants ont d'autres pratiques, voilà, donc il y a déjà c'est quand même... oui, c'est une évolution très, très rapide, très forte. Ensuite, il faut s'adapter aux besoins, donc avec des nouvelles pratiques de travail et d'études des étudiants qui sont de plus en plus autonomes. D'ailleurs, elle m'a dit, cette professionnelle m'a dit, ça y est, j'ai l'impression que ça y est, il y a eu le déclic. Ils sont à l'aise avec les bases de données, c'est plus comme avant. Donc, ils utilisent une grande variété de ressources numériques, dont l'intelligence artificielle générative. Et puis, cette nécessité d'être formé continuellement. Voilà, permanence, pour rester à l'avant-garde des évolutions technologiques et pédagogiques. Donc en somme, les nouveaux espaces d'apprentissage constituent un véritable défi pour les bibliothèques universitaires. Ça les oblige à repenser leur rôle et à développer de nouvelles compétences. Cependant, ces changements offrent aussi de nouvelles opportunités pour les bibliothèques qui peuvent aussi renforcer leur place au cœur de l'université et devenir des acteurs clés de la réussite étudiante. Voilà, et je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup Emmanuel, c'est passionnant, merci pour cette présentation. On est frappé dans les discours d'une sorte d'hiatus entre les constats de toute l'importance symbolique du lieu, que quand on évoque l'architecture, la montée vers le savoir, les passerelles, les métaphores, et puis tout le discours sur le Learning Center qui reste en fait très centré sur le transactionnel, le faire, le quotidien. Est-ce que, voilà, ça m'a frappé, je ne sais pas si c'est vraiment une question, est-ce que ça t'a frappé aussi oui, un peu oui. cette... C'est pour ça que, par rapport à ma problématique et mes deux hypothèses, je n'avais pas nécessairement besoin de décrire les lieux, mais pour moi, je me suis dit quand même, peut-être se sont-ils tellement habitués aux lieux que ça leur paraît banal. Et j'avais besoin à chaque fois de revenir en disant mais regardez, cet environnement ne donne pas-t-il envie, ou donc
de coopérer, parce que c'est vrai d'avoir en tout cas dans le Learning Centre, d'avoir ces espaces les uns à côté des autres. On m'a dit oui, bien sûr, oui, c'est plus facile, donc c'est l'URFIST, discute avec justement le professionnel dont je parlais, qui est devenu chargé de mission sur les espaces. Il me dit oui, il est à côté, donc on conçoit les mêmes programmes de formation, on le fait ensemble, on s'entraide, enfin voilà, puisqu'ils ont tous les deux des programmes de formation à rédiger. Mais c'est vrai que moi, j'étais impressionnée parce qu'effectivement, moi je suis exactement comme ce qu'on a dit dans la littérature, c'est-à-dire que moi je ne vais pas travailler en bibliothèque, j'y vais pas. Mais alors là je me suis dit, mais pourquoi j'y vais pas? Enfin, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est fait aussi pour nous. C'est fait pour nous. Mais j'ai entendu un professionnel dire « Ah non, mais les enseignants-chercheurs ne veulent pas se mélanger aux étudiants. » Alors peut-être ça. Bon, en tout cas, effectivement, je trouve qu'il y a... On n'admire pas assez. Enfin, le lieu, c'est quand même beau. Enfin, quand j'ai... Enfin, surtout, autant la BNU, qui n'est pas un learning center, mais qui a beaucoup d'espace d'apprentissage, en fait. Oui, c'est super. Mais en fait, l'aspect symbolique est ailleurs que dans l'architecture et on se demande si les acteurs prennent en compte cette dimension. C'est tout ce que c'est une question que je me posais un peu plus tard. Et peut-être quand on leur demande « Mais pourquoi vous venez si vous n'utilisez pas la documentation papier ?» Ah oui, mais l'ambiance. Et si on ne met pas de livres, ça ne va pas. C'est ce que m'a expliqué un professeur. Il faut les livres. Il les faut. Et donc j'ai demandé aux étudiants, mais pourquoi faut-il des livres? Ah oui, mais ça rassure. Voilà, ça rassure. Donc oui, comme tu dis, ce lieu symbolique, on en a besoin. Et de voir les autres travailler, voilà, ça apporte une émulation. On est plongé dans un univers, oui. Merci Emmanuel pour cette restitution qui met aussi un peu en perspective, je pense, les travaux qu'on a menés ici à Bordeaux. Alors moi, en t'écoutant, je me dis que je dois être un cas à part, mais je ne le pense pas, parce que moi, je travaille, voilà, depuis longtemps au milieu des étudiants. Je navigue dans les différentes bibliothèques depuis toujours, en fait, notamment pour la recherche, parce qu'effectivement, c'est un lieu qui permet de se poser, ça ne me pose aucun problème, mais si je prends la parole, c'est pas pour parler de moi, c'est simplement pour dire que j'observe aussi autour de moi, dans ces espaces à Lyon, effectivement, il y a des chercheurs qui travaillent dans les bibliothèques, notamment dans les différentes bibliothèques interuniversitaires ou universitaires, ils ont des temps aussi, on est un peu en mobilité parfois sur le site lyonnais, et d'avoir des lieux où on se pose pour travailler différentes choses de gestion, mais aussi de recherche. Ça permet effectivement de pouvoir bénéficier des lieux. Et effectivement, dans ces lieux, il y a le cadre qui favorise la concentration. Et donc, ça aussi, je trouve que c'est un élément qui est très important. Mais tout ça pour nuancer les propos de l'état de l'art, disant que selon les lieux, il y a effectivement des pratiques différentes, mais c'est peut-être un élément qu'il faut réinterroger. Alors, donc quand on m'a fait visiter les deux grandes bibliothèques, le Studio et la BNU, on m'a montré la salle dédiée aux doctorants, et puis il y a une salle aussi pour les enseignants-chercheurs. Alors, je ne sais plus si c'est la même, là je confonds peut-être, mais en tout cas il y a des grands casiers. Alors je ne sais pas si tu as la même chose, des grands casiers pour justement mettre tous ces ouvrages et ne pas avoir les transporter à chaque fois. Et dans les deux cas, il y avait pratiquement personne. Et au point où le professionnel m'a dit, on va fermer, c'est pas la peine. Moi j'ai trouvé ça un peu dur. Mais je suis d'accord avec toi, en tout cas, je vais moi changer mes pratiques. Non, alors oui, dans la grande bibliothèque interuniversitaire d'Hydro, par exemple, qui est au cœur du 7e arrondissement, là où il y a les deux écoles normales supérieures, mais il y a aussi notre bibliothèque qui est sur les quais, du coup, la bibliothèque de Lyon 3, qui était en fait anciennement dédiée au droit, à la philo, qui a été réaménagée avec un espace dédié aux chercheurs. Mais comme on est sur plusieurs sites, c'est pas forcément là où on va, voilà. Et effectivement, là, il y a les casiers, etc. Enfin, toutes les ressources qui sont effectivement intéressantes pour
pour le chercheur, mais un peu comme ce que tu avais aussi évoqué tout à l'heure, le confort de l'isolation pendant l'hiver fait qu'en fait elle est désertée. Tout simplement Ah parce oui, que- ils ont le même problème. Oui, le Voilà. froid, c'est ça. Oui, maintenant que tu me le dis, moi je suis rentrée, le conservateur a demandé, vous n'avez pas trop froid? Et elle dit si, j'ai Voilà. très froid. Une dernière question. Oui, je ferai très court. En fait, Emmanuel, merci. Et c'est sur le modèle. Là, on a un modèle en fait de bibliothèque BU. Alors, il y a des points communs, par rapport au projet Bulle, ce qu'on a pu voir sur Bordeaux. Et la question est, dans tes entretiens, est-ce que ils ont évoqué, les usagers ou les personnels, d'autres modèles de bibliothèque que les learning centers, parce que ça se rapproche beaucoup en fait des modèles de lecture publique, de plus en plus Oui, en fait. tout à fait, tout à fait. Et est-ce que, je sais pas, les étudiants que tu as interrogés sont des usagers de ces bibliothèques-là? Est-ce qu'il y a, dans l'analyse des besoins qui est fait, est-ce qu'on interroge ces trajectoires avant en fait l'arrivée Alors je sais qu'il y a une bibliothèque qui est vraiment très attirante pour les étudiants. C'est la bibliothèque Malraux qui est une médiathèque en fait. Et je sais quand la BNU était fermée, il y avait eu comment dire, les étudiants s'étaient dirigés vers cette bibliothèque. Enfin, je ne sais plus exactement dans quel sens, mais bon, en tout cas, c'est vrai que j'aurais dû poser la question aux étudiants que j'ai interrogés, mais elles avaient vraiment l'air de dire que, quand j'aurais demandé pourquoi cette bibliothèque ou l'autre, parce qu'elle est proche de mon lieu d'habitation, mon lieu de cours et mon lieu de restauration. C'était vraiment ça. Donc je pense que la bibliothèque Malraux, qui est plus éloignée, ne lui conviendrait pas, puisqu'elle m'a apporté cet élément, et elle n'était pas la seule. Hein. Les deux autres à qui j'ai posé la question m'ont dit la même chose. Ben oui, je sors de cours, je reste là, je sors de cours, je ne vais pas aller ailleurs. Voilà, c'est vraiment... et le professionnel qui est chargé de mission, Espace, il s'en réjouissait. Il m'a dit, en fait, on a un peu des usagers captifs. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Il s'en réjouissait vraiment. Et il dit, oui, tu vois, là, ça circule, ça rentre, ça sort, c'est vraiment, c'est vivant. Pour lui, c'est ça, le learning center, c'était ça. C'était qu'il y ait de la vie et que ça circule entre les différents espaces. Peut-être une petite remarque sur cette question de BU ou Learning Center. Je suis Gilles, je suis un bibliothécaire et je m'occupe notamment des espaces des bibliothèques de Bordeaux-Bouteille. J'ai toujours été, moi, un peu pas étonné, mais interrogatif sur cette notion de Learning Center en visitant beaucoup d'espaces. Alors, parce que des bibliothèques, enfin des projets qui s'appelaient Learning Center, qui me se rapprochaient de ma vision traditionnelle de BU, au contraire des BU, voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une part de... Alors, il y a un vrai projet derrière, mais il y a quand même, et c'était aussi un enjeu, une part de communication ou d'entraînement dans la rénovation dans les années 2010 des bibliothèques. Mais en fait, cette notion et ce qu'il y a derrière la Learning Center, ce que vous expliquez très bien, ce qui est de mettre la bibliothèque, même physiquement, au cœur d'un espace universitaire, de créer du lien en donnant aussi des espaces où même si les services ne sont pas installés dans la bibliothèque, ils vont venir les utiliser. C'est ça qui, je pense, fait cette notion de Learning Center qui, peut-être, d'ailleurs on le voit maintenant, est un peu en train de s'éteindre en termes de termes parce que ce qui porte est en train d'infuser et c'est importé aussi au sein des bibliothèques. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre d'accord, la BNU c'est une bibliothèque nationale, mais j'ai fait exprès. Parce que je me suis dit, on va voir, et ils n'ont pas l'appellation Learning Center, et néanmoins, il y a tous les services, même plus. Voilà. Donc, comme quoi, effectivement, et vous avez vu, Studium ne s'appelle pas Learning Center. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a expliqué, il y a assez d'anglicisme. Et quand elle est sortie de terre, cette bibliothèque, toute la vague un peu de mode venait de passer, et ils ne voulaient pas rentrer un peu dans ce diktat, même si c'était ça l'idée, mais ils voulaient s'imposer comme quelque chose vraiment de nouveau, même dans le nom.